Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Dans ta bulle. On revient sur nos coups de cœur, nos lectures du mois de mai avec Marceau toujours. Comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Bah ouais, ça va super. Donc là, on a encore de belles petites propositions pour vous pour ce mois de mai. Est-ce que tu veux commencer, Marceau ? Qu'est-ce que tu veux nous Ouais, conseiller ? carrément. Alors, moi, un des gros coups de cœur de ce mois-ci, c'est cette BD qui s'appelle La Ride, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu pas mal de promos qui a été faite autour. C'est aux éditions d'Argo. C'est fait par un scénariste qui s'appelle Simon Boileau. Et en fait, on va suivre deux jeunes Parisiens qui décident de s'échapper de Paris en vélo et qui vont partir dans un vélo trip pour découvrir un peu tout un univers qu'ils ne connaissent pas. C'est vraiment une BD hyper jolie. Il y a un trait assez cartoon, mais en même temps plein de vie, plein de couleurs avec vraiment des couleurs très vives, très chaudes. Ça donne envie de s'évader, ça donne envie de faire comme eux, de partir loin de la capitale pour découvrir plein d'endroits en France. C'est vraiment une BD qui respire la joie de vivre, qui est une ode à l'amitié parce que le travail entre les deux personnages est vraiment très bien fait. C'est vraiment un gros coup de cœur, une BD à lire quand on va pas bien pour se redonner un coup de peps. Lecture C'est parfaite génial. pour l'été finalement. C'est ça, exactement. C'est une lecture parfaite pour l'été. Bon, le format est pas très adapté pour les valises. Ça risque de faire un petit peu de poids si vous souhaitez l'emmener. Mais par contre, c'est vraiment une très bonne pioche. Donc, je vous encourage vraiment à le lire. C'est vraiment très bien. Du coup, on retrouve les mêmes couleurs qu'on a sur la couverture. C'est ça, exactement. À l'intérieur, on retrouve le même style graphique. On est vraiment sur des couleurs comme ça qui donnent envie de respirer, juste de vivre. Et c'est super. Ok, bah écoute, transition parfaite parce que moi aussi je vais continuer dans le voyage un petit peu. Alors moi je suis pas dans une histoire contemporaine, on se retrouve en 1800 avec Les Horizons amers, édité chez les éditions Robinson. Et donc ça nous raconte l'histoire de Matthew Flinders, un jeune officier de la Royal Navy qui va partir en fait à la conquête de la map de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Australie. Donc c'est un cartographe, il va demander à la Royal Navy un bateau pour essayer de savoir les délimitations de l'île et être le premier, en tout cas, qui va pouvoir s'imposer et dire, voilà, l'Australie, c'est de telle étape à telle étape. Et il y aura évidemment une concurrence avec les Français. Donc, on a toujours cette concurrence qu'on connaît bien au niveau de l'histoire, à partir qui date de longtemps, mais surtout qui a eu son moment fort dans les années 1600 avec la France vs l'Angleterre. Et ça va être le cas parce qu'il va devoir être en rivalité avec aussi un officier français. Donc, si je dis pas de bêtises, l'officier français, c'est Nicolas Baudin. Voilà, personnage assez intriguant qui vont notamment se rencontrer parce qu'on se rend compte aussi, malgré ce merveilleux voyage à travers les eaux, que c'est très compliqué de vivre en mer. Évidemment, il y a des scènes de tempête qui peuvent être un peu violentes et aussi des scènes super intéressantes. Moi qui est passionnée d'histoire, j'ai beaucoup aimé me replonger un petit peu sur ce qui nous paraît totalement logique aujourd'hui, c'est-à-dire de cartographier et de connaître le monde tel qu'il est, mais ce n'était pas le cas à l'époque et ça a été une réelle expérience et une réelle épreuve pour eux de braver de multiples contraintes géographiques mais aussi humaines avec des pertes bien évidemment. Le dessin est vraiment très agréable, on est sur un dessin très BD franco-belge, ce qu'on peut dire classique aujourd'hui. Aussi un beau projet au niveau des pages, moi ça m'intéresse vraiment. Donc on a des choses assez diversifiées, donc c'est cool. Là on est sur une petite pagination, si on peut dire, quand même, sur ce titre-là. Et là c'est quand même un peu plus important, j'ai vraiment passé un peu plus de temps, ce qui m'a permis aussi de rentrer plus dans l'histoire et de voir aussi comment ça se passait à l'époque, la différence avec les femmes, parce que sa femme a voulu l'accompagner mais c'était pas possible. Donc voilà, voyage en 1800 à travers la mer et c'était très cool. Et du coup, est-ce que c'est une BD qui est vraiment biographique sur toute sa vie ou c'est vraiment sur cet événement particulier de la cartographie de l'Australie C'est plutôt sur la cartographie. Okay. On a des pans de sa vie, mais ça va vraiment être la rivalité aussi avec Nicolas Baudin et aussi comment fonctionne la Royal Navy, quel était l'intérêt pour eux aussi de partir à la conquête de l'Australie et de vouloir en savoir plus sur le monde en général. Trop bien, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de BD historiques en ce moment qui sortent depuis les Informes, depuis le premier tome de Révolution. On a quand même pas mal de choses historiques et c'est vraiment très cool. Il y a des ouvrages très beaux qui sortent. C'est génial de voir que c'est aussi une manière de vulgariser l'histoire, d'apprendre certains événements dont on n'a jamais entendu parler,
enfin la Révolution française, on en a tous entendu parler, mais d'apporter un autre point de vue. C'est vraiment génial de voir que la BD peut faire ça aussi. Et de mettre des personnages aussi en avant, là, avec ce jeune homme Matthew Finders. La dernière fois, sur l'autre émission de Dans ta bulle, on parlait d'Anne Bonny. Voilà, de remettre en scène des moments d'histoire aussi impactantes. Et je pense là, parce que je viens de finir, je sais pas si tu as vu cette série transatlantique sur Netflix, Non, j'ai pas vu. qui revient en fait sur la Seconde Guerre mondiale avec les nazis et la persécution envers les juifs, mais située en France, à Marseille, là où il y avait un pôle de résistants avec le consulat américain qui, lui, devait être plutôt neutre, et Varian Fry, qui était, lui, un homme exceptionnel qui a aidé plus de 2000 à 3000 juifs, et notamment toutes les personnes qui étaient des artistes, pour fuir et puis avoir des visas pour fuir notamment aux États-Unis. Donc ça me fait penser, parce que voilà, on est sur l'histoire et on est sur l'histoire d'autres points de vue. Moi, j'ai trouvé ça cool aussi de la France sous Vichy, la France de Pétain, mais aussi les Anglais qui ont voulu être aussi faire partie en tout cas de la Révolution et de la Résistance. Donc je m'y retrouve aussi un peu ça dans un autre point de vue historique. C'est le cas avec Les Horizons amers. Très bien, ça a l'air super. C'était très cool. Alors du coup, qu'est-ce que tu nous proposes pour une seconde lecture ? La deuxième BD que je voudrais vous présenter, c'est celle qui est juste devant, dans un format un peu plus allongé. Ça s'appelle Pour quelques degrés de plus, et c'est une BD assez particulière puisqu'elle n'a pas de scénario, elle en a 3 en fait. On a 3 scénarios qui se côtoient sur les mêmes pages, c'est-à-dire que sur une page de BD, on va avoir les 3 scénarios qui évoluent. C'est une BD futuriste parce que ça se passe en 2100. Il y a un scénario où la Terre a pris plus 2 degrés, un scénario où la Terre a pris plus 3 degrés et un scénario où elle en a pris plus 4. Et on va voir comment est-ce que le changement climatique peut changer nos vies concrètement jusqu'en 2100. Donc 2100, c'est vraiment le début de l'histoire. Et c'est une BD vraiment dure. Graphiquement, on est sur un très Assez dur. gras. Assez gras, ouais. Il y a pas mal de violence quand même dans la BD, notamment au niveau du corps, parce qu'on voit comment l'humanité a évolué en fonction des interactions avec les humains, comment est-ce que le climat aussi impacte sur les corps. Donc au début, on pourrait se dire que finalement, le scénario le plus apocalyptique à plus 4 degrés suffirait, mais en fait, C'est le pire. c'est ça, c'est le pire parce que tout est asséché, il n'y a plus une once d'eau sur Terre. Mais finalement, même les scénarios à plus 2 et plus 3 degrés sont vraiment intelligents. On sent qu'il y a un travail de recherche derrière, qu'il y a un vrai boulot qui a été fait à ce niveau-là, et il n'y a pas un scénario qui prend le pas sur l'autre. Le confort de lecture est pas du tout impacté parce que finalement on a le choix si on décide de se concentrer sur un scénario d'abord, Ouais. on se concentre que sur le haut des pages, c'est si on fait les scénarios les uns après les autres, ou si finalement on fait les trois en même temps. Ça fonctionne un peu comme le livre dont vous êtes le héros, où tu pioches un petit peu par case. Un petit peu, c'est un peu ça. Là, vraiment, on est sur une histoire suivie, mais il y a un peu de ça. C'est vraiment une lecture ludique où c'est le lecteur un peu qui décide de comment est-ce qu'il va consommer sa lecture. C'est vraiment génial parce que ça c'est fait un peu pour t'effrayer quand même, parce que C'est vraiment très actuel en plus, non, c'est d'autant plus impactant c'est de hyper le faire. actuel. Ouais. Et tu sens qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont très très effrayantes. Mais c'est une super BD qui est très engagée, mais qui est nécessaire en même temps, ça fait du bien de voir des messages comme ça, que la BD peut aussi véhiculer des messages écologiques forts, même si là c'est plutôt nihiliste, hein. On n'a pas l'impression que l'humanité va s'en sortir à la fin, en tout cas dans ces 3 scénarios-là, qui sont évidemment les pires possibles. Mais c'est vraiment une très très bonne lecture, une BD comme on en lit rarement, à la fois pour son scénario et aussi pour sa forme. Un dessin qui marche très bien et franchement du très 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 bon boulot. J'aime beaucoup le titre qu'on a derrière, le grand multiverse climatique. Oui. Utiliser le mot multiverse qui est très positif aujourd'hui avec le MCU et même le DCU, complètement dans les comics, mais de se dire que voilà, il y a différentes réalités qui proposent différentes réalités qui sont complètement possibles et envisageables si on s'active pas maintenant pour changer les choses, quoi. Tout à fait, ouais. Puis en plus, la BD se passe en majorité aux États-Unis, et c'est pas un choix anodin. On va suivre un personnage qui parcourt les États-Unis, qui est
qui recherche de l'eau, qui recherche des trucs comme ça, qui veut juste survivre parce que la Terre est juste plus habitable, même à plus de degrés. Alors à plus 4, on n'en parle même pas. Ouais, c'est clair. Bon, allez, je vais te proposer un super-héros pour essayer de déjà sauver notre morale et peut-être sauver le monde. Moi, je pars chez 404 Comics avec une dernière parution qu'ils ont proposée, The Blue Flame. Donc, The Blue Flame, ça raconte l'histoire d'un héros qui, justement, s'appelle Blue Flame et qui finalement s'apparente un peu à un Mr. Miracle de chez Tom King. C'est-à-dire, au tout début, on a l'impression qu'on a une histoire classique d'un héros avec un groupe un peu à la Watchmen qui sauve des vies, qui sont très très fiers du groupe qu'ils ont un peu différent. Et puis il y a une tuerie. Et il se retrouve face à cette tuerie et il est appelé en fait pour être un peu l'avocat de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une entité beaucoup, beaucoup plus importante dans l'univers qui le téléporte et qui lui dit, voilà, nous on juge que la Terre ne mérite plus de vivre parce que l'humain est détestable en tout point, etc. Et on t'a choisi toi. Et on a plusieurs histoires en parallèle. On a cette histoire-là où il va essayer de trouver des arguments en tant qu'avocat pour essayer de sauver toute la planète et aussi sa vie personnelle suite au choc qu'il a eu de perdre toute son équipe par rapport à la grosse tuerie et des aspects très psychologiques. Okay. En tant que lui héros, en tant qu'humain, avec des problèmes familiaux en compagnie de sa sœur notamment, et c'est très bouleversant. C'est très fin, c'est prenant, pareil, c'est vraiment un beau bébé, quand bien même à l'intérieur, au niveau du dessin, au niveau des couleurs, que l'édition globalement, qui est assez belle avec sa couverture, avec sa belle tranche, avec ce jaune poignant, ça se lit très très vite. Et c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas été transportée comme ça sur une histoire de super-héros qui est finalement pas une histoire très héroïque. Parce qu'on y voit toutes les faiblesses et de l'homme et du pouvoir en général, du pouvoir qu'on se sent investi quand on se retrouve héros. Voilà, on commence à apprendre des choses par rapport à l'équipe qu'on te vendait au début. Donc il y a, je pense, vraiment des petites références à Watchmen dedans, mais qui reste un objet complètement unique. Donc voilà, vraiment un beau coup de cœur pour moi. Ok. Est-ce que c'est un personnage qui a été spécifiquement inventé pour cette œuvre-là, ou c'était, comme beaucoup, un personnage qui était né dans les années 80 et qui là a été repris pour une histoire un peu plus sérieuse? Non, si je dis pas de bêtises, c'est une création unique. Donc oui, c'est complètement une création unique. The Blue Flame. Donc après, si je dis pas... On est au scénario Cantwell Gorman et au dessin Russell Osman Elaou, donc traduction de Laurent Kessei, qui s'est illustré aussi chez 404 Comics pour le titre Mundus. Donc une création originale qui est très profondément humain, psychologique, bouleversant, avec une fin très surprenante. Voilà, je ne dirai rien, mais je pense que c'est une fin qui est très ouverte et qui laisse à l'interprétation de chacun. Ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. On dirait un peu du Tom King dans l'ambiance. C'est ça. Quelque chose. C'est ce que je disais au tout début. J'ai voulu introduire comme ça. Peut-être qu'on reparlera dans nos lectures d'été. On parlera peut-être de coup de cœur général, pas lié à une parution du mois. Mais Mr. Miracle de Tom King, c'est ça. C'est finalement un héros qui est dépressif et comment il gère sa dépression. Là, on est un peu dans la même idée. Et Tom King aime bien aussi faire du mal à ses personnages, essayer de les triturer pour qu'ils nous ressemblent un maximum. Donc on a un peu ça, on a ce côté quand même épique, héroïque, de l'univers, enfin tu vois, le voyage dans le temps, les pouvoirs, ça on l'a. C'est ce qui nous intéresse aussi quand on veut lire du héros. Et puis on a la partie beaucoup plus humaine et triste. Donc voilà, très très cool. Très bien. On passe à notre coup de cœur commun. Ouais, alors juste, si t'as pas d'autres lectures, moi je voudrais juste faire une petite aparté. Donc j'ai pas encore fini de le lire, mais c'est sorti, je sais pas de bêtises, en mai ou en avril, mais peu importe. C'est aussi pour mettre en avant les productions assez intéressantes et novatrices. Donc c'est le Cahier des comics, on peut le retrouver sur Instagram, le Cahier des comics, et il propose un fanzine. Okay. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est le numéro 23, sous le nom Un justicier dans la ville, donc la couverture ne ment pas, ça parle de Daredevil et c'est un fanzine hyper complet sur le personnage. J'adore le projet déjà, j'adore l'idée de ce format-là qu'on peut mettre un peu partout. J'aime le fait qu'on peut apprendre de personnages sans forcément
googliser à chaque fois, se retrouver sur Wikipédia ou sur d'autres sites, même s'il y a des articles de fond très très intéressants. J'aime vraiment le papier, donc ça m'intéresse toujours. Donc il y a de l'image, il y a du texte, essayer de décortiquer, de décrypter qui est ce perso. Donc voilà, c'était vraiment pour mettre en avant ce type de projet. Si je dis pas de bêtises non plus, je crois qu'à chaque fois il essaie d'aborder un perso. Donc je suivrai de plus près ce type de projet, parce que je trouve ça très très cool, même. Alors moi, en tant que lectrice, on va dire assidue, pour en apprendre davantage et soutenir les personnes qui font des fanzines, parce que les fanzines, ça a été le tout début un peu des comics, donc c'est bien de les soutenir. Et puis même pour les personnes néophytes qui aimeraient en savoir un peu plus et qui n'ont pas envie de débuter avec un gros comics par peur, ce que je peux comprendre. Voilà, ça peut être cool, c'est assez super initiative. Donc ouais, complètement, merci le cahier des comics. Et on va passer à notre coup de cœur du mois en commun, qui étonnamment du Sean Murphy. C'est ça, c'est le grand retour de Sean Murphy sur Batman. Donc il reprend son univers qu'il avait déjà installé dans White Knight, qui nous proposait une version très très noire de Bruce Wayne, puisque il présentait un Bruce Wayne criminel qu'on avait jeté en prison, et un Joker qui devenait un peu le chevalier blanc de Gotham. Dans le tome 2, il s'était intéressé plus aux origines de Gotham. Il avait introduit le personnage d'Azrael. Et on remontait aux origines de Gotham, voir est-ce que la famille Wayne a toujours été très très sympathique ? Pas vraiment. Et on a eu un petit spin-off sur Harley Quinn qui était très très, très très bien aussi, parce que Harley Quinn a une importance très particulière dans l'univers de Sean Murphy. Et là, du coup, c'est le 3e tome officiel, sans compter le spin-off sur Harley Quinn. C'est le tome 3 de sa trilogie. Il va reprendre un peu l'arc Batman Beyond. Donc Batman Beyond, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le versant futuriste de Batman, dans un monde où Bruce Wayne a raccroché juste le costume. Il y a un nouveau justicier Batman avec un petit symbole rouge sur ça, lui. comme dans la couverture. On peut retrouver ça en comics, c'est en série aussi. On a eu une série animée Batman. La série animée Batman Beyond, exactement. Donc là, Sean Murphy reprend cet arc-là pour l'adapter à sa sauce. Donc évidemment, il remet toutes les bases qu'il avait installées dans les 3 premiers volumes. Il les reprend, et on va avoir un Bruce Wayne totalement désabusé, qui a vieilli, parce qu'on est sur un Gotham très 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 futuriste. Et où il y a un nouveau justicier qui a pris le pouvoir, mais peut-être que finalement c'est Bruce Wayne dont on a besoin, peut-être. Je pense que c'est un récit où il faut garder un maximum de surprises, parce qu'il y a scénaristiquement pas mal de choses qui se passent et qui sont importantes de les découvrir en lisant. Mais pour ceux qui ont aimé White Knight, on retrouve tout ce qui fait la sève de l'univers de Sean Murphy. C'est génial, ça parle de Batman, ça parle de les conséquences de ses actions. C'est vraiment génial, tout comme tout ce qu'il a fait avant, finalement. Je crois que c'est même l'un de mes préférés, si on met de côté Harley Quinn, parce que comme tu dis, c'est une sorte de spin-off, même si c'est quand même important de le lire. Il y a une suite logique, parce qu'on retrouve encore cette Harley complètement indépendante, évidemment, avec ses enfants. Donc on y retrouve aussi le Joker dans ce Batman Beyond. Il est même encore mieux que le premier, parce que il arrive à mettre en lumière chaque personnage. Donc là, tu as beaucoup parlé de Batman, évidemment, mais on y retrouve aussi un Nightwing, un Dick Grayson plutôt, parce qu'il ne porte... C'est encore une surprise, mais voilà, le costume de Nightwing est un peu pas forcément montré. On y retrouve aussi les autres Robin, Batgirl, et tous ces personnages qui sont très importants dans l'univers de Batman ont une valeur ajoutée. Et tout en respectant l'origin story et en apportant autre chose. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même Jason Todd que vous avez l'habitude de voir dans le run originel, si on peut dire, et pourtant c'est quand même lui. Tu vois, il y a une sorte de respect à tous les fondamentaux qui a été instauré à l'époque dans les années 30 avec Bob Kane et Bill Finger, de qu'est-ce que Batman, qu'est-ce que Gotham et qu'est-ce que tous ces personnages, en apportant sa touche beaucoup plus dark, évidemment, parce que rien ne va dans ce monde-là, et beaucoup d'émotions entre les retrouvailles d'Harley Quinn et Batman, parce qu'ils sont très proches dans ce titre-là. Et on peut se dire, quoi, Batman et Harley Quinn sont proches, mais c'est tellement logique. Quand on suit toute l'histoire de Batman, ça a un sens qu'ils soient amis, et Sean Murphy le propose là avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité, et
d'une logique. Enfin, c'est-à-dire que quand tu finis ce comics-là, tout ce que tu peux croire en Batman n'existe pas vraiment. Voilà, c'est pas le vrai Joker que tu peux lire dans certains runs. Ce Batman est beaucoup plus vieux. Nous, on a l'habitude d'avoir un Batman qui a toujours un Robin un peu plus jeune avec lui, qui a à peu près, je sais pas, entre 30 et 40, si je dis pas bêtise. Là, on est à peu près sur un Batman qui a 60 ans. Et quand même, ça reste Batman. Ça reste Batgirl, ça reste Dick Grayson, ça reste Jason Todd avec la patte Sean Murphy. Ça donne encore plus envie qu'il développe beaucoup de personnages sans qu'ils s'arrêtent. Enfin, il y a vraiment une écriture particulière et puis le dessin incroyable. Là, pour le coup, il y a des planches, mais magnifiques, des claques où je me suis réellement arrêtée sur certaines planches en me disant « Ok, là, je peux pas juste passer comme ça ». Ça m'arrive de faire une deuxième lecture pour admirer le dessin. J'avoue que je suis très lecture, scénario, histoire, etc. Puis après, je vais m'arrêter, poser le bouquin et revenir pour admirer les dessins. Mais là, non, je pouvais pas, quoi, parce qu'il y a du Batman dans toute sa profondeur. Il y a de la cape, il y a du noir, il y a du rouge. Même la personne qu'il y a sous le costume de ce Batman Beyond, je pense qu'elle va revenir et être très intéressante aussi. Et ça parle aussi, comme tu dis, un peu de l'héritage de Batman. Qu'est-ce que Batman ? Ça, les scénaristes adorent nous donner un peu cet aspect-là, mais Sean Murphy l'a réellement compris. Ouais, c'est clair. Je suis assez fasciné par la capacité qu'il a de proposer des versions alternatives des personnages qu'on connaît qui existent depuis plus de 80 ans pour Batman et pour le Joker. Lui, il en propose une nouvelle version tout en conservant ce qui en fait l'essence. C'est hyper impressionnant à quel point il peut apporter de la fraîcheur et de la nouveauté tout en respectant l'héritage historique des comics Batman. Et à quel point il arrive à écrire pour Bruce Wayne finalement plus que pour Batman. J'ai l'impression qu'il y a énormément de runs où Bruce Wayne et Batman sont confondus comme un seul et même personnage, ou même Bruce Wayne a parfois tendance à s'effacer derrière Batman. Là, c'est comme si j'ai l'impression qu'il traite Batman et Bruce Wayne comme deux personnages totalement différents, ce qui est hyper intéressant, ce qui est fascinant à quel point il a une facilité d'écriture. C'est ce qu'il avait fait finalement avec le Joker dans le premier titre, c'est-à-dire qu'il dissociait le Joker, la folie, la méchanceté, et Jack Napier qui était l'humain derrière le masque. Oui, tout à fait, exactement. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et petit mot aussi, parce que je pense que c'est important, en tout cas on les met de plus en plus en avant, et là c'est cool qu'ils soient marqués et en derrière de couverture, parce que j'ai l'œil dessus, et devant. Dave Stewart à la couleur, c'est un nom qui revient beaucoup en ce moment, qu'on retrouve un peu sur tous les grands titres. Un des derniers coups de cœur que j'avais eu sur une vidéo, c'était le passage de Jeff Lemire, notamment le mythe de l'ossuaire, il était aussi dedans. Dave Stewart qui apporte une vraie valeur ajoutée sur ses couleurs. Qui est assez fantastique, et voilà, il faut en parler aussi des coloristes. Ils sont essentiels dans nos lectures. Et finalement, il arrive à apporter sa petite patte et à apporter son originalité, puisqu'il passe après Matt Noir, c'est ça le oui, coloriste, exactement. historique un peu de Sean Murphy, qui avait fait les 2 premiers White Knight et qui avait fait son comics cyberpunk, je sais plus comment il s'appelle, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghost. Tokyo Ghost. Oui, Tokyo Ghoul, c'est le manga. Tokyo Ghost. Donc, c'était une longue collaboration, et lui, il arrive avec Dave Stewart avec une fraîcheur dans les couleurs, et c'est très très fort. Énorme coup de cœur pour Batman Beyond. Incroyable. J'ai juste hâte que ça continue, que le Murphyverse se développe, parce que c'est un vrai terme aujourd'hui. Voilà, il a sa patte, et je pense que maintenant il a une plus grande liberté que jamais. C'est un top au niveau des ventes, clairement. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est très différent de ce qu'on peut lire des autres lectures Batman. Mais ça se conseille à tout le monde. Moi, j'avais qu'une envie à la fin, c'était de le passer à chacun en disant mais vous pouvez pas rater cette histoire, c'est indispensable. Trop bien, Marceau. Écoute, merci beaucoup pour ces lectures. J'espère que vous, ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de ça, et puis même à nous rajouter, vous, aux petits comics ou BD du mois qui vous ont donné un coup de cœur. On n'oublie pas aussi qu'on est affilié au site Bubble BD et à l'application. Donc les liens que vous avez en description vous permettent de directement soit acheter sur Bubble BD, et surtout d'aller commander directement en librairie. Voilà, eux ils sont partenaires avec de nombreuses librairies, donc vous pourrez du coup vous procurer ces lectures-là directement via les liens dans la description. Et puis nous on va se retrouver pour les lectures du mois de juin.
et à fait. probablement travailler sur une vidéo un peu différente pour cet été, en sortir une pour juillet et août avec un peu de lecture de la plage. Bon, c'est pas très original, mais en même temps, c'est un peu essentiel parce que moi, je cherche toujours des lectures un peu différentes, un peu fraîches. Et c'est aussi la vie en librairie qui fait ça, et la vie en éditeur notamment, c'est lié qu'il y a moins de sorties quand Oui. même l'été. Oui, Ça clairement. se calme un petit peu plus pour préparer la rentrée qui arrive Septembre, entre tout à fait. mi-septembre et octobre. Merci beaucoup pour vos vues et votre suivi et je vous dis à bientôt. À bientôt.